Je pense que vous m'entendez, je ne sais pas, faites-moi signe si vous ne m'entendez pas, je ne sais pas. A priori, oui. En tout cas, bon, j'y vais, je me lance, on verra bien. Donc, en tout cas, je voulais vous dire que j'étais ravi d'être ici. Moi, je suis un ancien labellisé, donc j'ai un peu le rôle de vous accueillir d'une certaine façon. Je voudrais insister évidemment sur l'importance du label. Nous, on en a beaucoup profité. Je dirige une fintech qui s'appelle TacPay et on en a beaucoup profité notamment en termes de visibilité. Et je pense que notre domaine de la banque est en train de vivre une époque, une période complètement fascinante que je voudrais quand même dresser en quelques mots. En fait, notre sentiment, c'est qu'il y a trois facteurs qui sont en train de perturber complètement la banque, de transformer complètement la banque. D'une part, il y a les clients qui ont changé. Vous avez tous changé, on a tous changé, et la banque, elle n'a pas encore vraiment changé. Donc, on a vraiment un décalage qui s'est créé entre la banque et nous. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'arrivée de menaces très fortes sur la banque, puisqu'il y a des acteurs internationaux, des gros acteurs qui sont là et qui sont prêts à rentrer dans la chaîne de valeur de la banque et à prendre un rôle de gestionnaire de services financiers. Donc ça, c'est un vrai risque. Et enfin, il y a la technologie, il y a vous, il y a nous, il y a des gens qui sont là, nous sommes là pour apporter à ce monde de l'innovation et des choses qui vont leur permettre de pouvoir réagir à ce nouvel environnement. Donc la réalité, c'est que les banques, toutes les banques aujourd'hui, sont dans une espèce de brouillard. Il y a une quantité phénoménale de façons de voir, de façons de faire, d'innovation, de techno. Je n'ai pas besoin de les lister, vous les représentez autant que moi d'ailleurs. Et le label joue en quelques rôles un rôle de boussole ou un rôle de GPS. C'est-à-dire que ça permet à ces banques de s'y retrouver un peu mieux et d'avoir des repères et la capacité de rentrer de comprendre mieux ce monde qui leur échappe bien souvent parce qu'ils sont dans un environnement qui est, je dirais, qui est tout doucement en train de se fossiliser. Donc, c'est pas facile. D'accord? Donc, c'est là où le label joue un rôle essentiel. Et il joue aussi un rôle évidemment essentiel pour nous les fintech, parce qu'il nous permet aussi d'avoir une sorte d'ancrage, un endroit où se retrouver, un endroit où rencontrer les clients. Et je dirais que ce monde qui se transforme, il a besoin de ce type d'organisation. Et je ne vais pas parler longtemps parce que je sais que c'est la fin de ce webinaire qui dure déjà depuis presque 2 heures, mais j'insiste sur une chose importante que j'ai vécue souvent dans ma vie, c'est que dans des circonstances comme ça, de grands changements, de remise en cause fondamentale de certains principes ou de certains process ou de certaines technologies, il est indispensable de s'entraider. Il faut être ensemble. Tout seul, on a beaucoup de mal. Et le fait de se retrouver autour d'un label, le fait de pouvoir mettre en avant nos particularités, et là, je parlerai des particularités de la technologie française, parce que je pense qu'on a un rôle à jouer dans le monde. Nous, on est très international, et on sait que porter l'image d'une technologie française, c'est très important, avec nos grands frères qui s'appelaient Gemalto, Ingenico, tous ces gens-là qui ont créé des acteurs internationaux en se basant sur des technologies pures et des innovations pures. Ben, on est en train d'en créer de nouveaux, et c'est donc essentiel qu'on soit tous ensemble. Et voilà, bon, merci à Finance Innovation, merci évidemment à Clémence de mettre ça en place. Et je vous souhaite bon vent. Je vais bien sûr vous écouter et bien sûr je suis là pour vous accueillir parmi les labellisés de la FinTech Community. Voilà. J'espère qu'on m'a entendu. Oui, normalement c'est bon, tout était OK. Donc merci pour cette introduction. C'était, je crois que tu étais dans les premiers labellisés de Finance Innovation en 2017. Donc déjà depuis un petit moment et une belle histoire pour TacPay depuis tout ça. Alors on va commencer par accueillir les premiers labellisés. Donc on va commencer avec Bizao et Aurélien qui va pouvoir nous introduire pendant 3 minutes cette nouvelle solution. Oui, merci Clément. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. On va parler d'un sujet que tu connais aussi, savoir la finance en Afrique. Donc, Bizao, en gros, pardon. Enfin, bien sûr, on pourrait échanger sur le sujet. Mais là, alors, juste, n'essaie de ne pas toucher au slide et à la mise en place, parce que sinon, en fait, ça n'arrête pas de switcher. Donc, on va essayer juste de remettre les slides normalement. Déborah, tu peux... Ok, c'est bon. Allez, super. Merci. Désolée, Aurélien, tu peux reprendre. Pas de souci. Ok, donc je vous présente Bizao, qui démocratise l'accès aux services financiers en Afrique pour les entreprises. L'objectif de Bizao, c'est de construire finalement des expériences
Ah, j'ai mon Google Assistant qui se lance, c'est toujours sympa. Première fois. Donc, on construit des expériences clients, en fait, des interfaces développeurs, des process financiers qui permettent à nos clients, en fait, entreprises, d'accélérer leur innovation digitale dans tous les pays où nous sommes présents. Je vous explique le problème auquel on s'attaque. Il y a 54 pays en Afrique, et donc ce qui est compliqué, c'est que c'est des micro-marchés, et qu'une entreprise en Afrique, pour construire son succès, elle doit développer nécessairement son activité à l'échelle de plusieurs pays. Et si elle n'est pas internationale, elle va avoir vraiment du mal. Donc du coup, il faut accepter plusieurs moyens de paiement dans de multiples devises. Il faut gérer la réglementation, il faut gérer la fiscalité dans tous ces pays. Et on parle d'un écosystème qui n'est pas celui qu'on connaît en France ou en Europe, très déjà développé, avec des systèmes d'interopérabilité bancaire évolués. On parle d'un contexte où, en gros, chaque moyen de paiement vit sa vie de façon autonome, notamment parce que ce sont les opérateurs mobiles qui ont déployé les nouveaux moyens de paiement et qui en concurrence fortement les cartes bancaires comme Visa, Mastercard. Donc le marché que Bizao adresse, c'est les grandes entreprises internationales qui cherchent une solution unique pour accepter les moyens de paiement dans tous les pays. Nous, on s'adresse aussi au marché local, puisqu'on est fortement implanté en Afrique. Et on aide des entreprises locales à s'étendre à plusieurs pays d'Afrique sans que ce soit un parcours du combattant et qu'elles puissent finalement accepter plein de moyens de paiement avec un seul contrat, une seule intégration technique et un seul flux financier. On s'adresse en priorité à des secteurs d'activité qui sont déjà numérisés, tels que le divertissement, donc tout ce qui est plateforme de gaming, de TV, de VOD. Mais aussi, on s'adresse aux secteurs en cours de digitalisation, tels que les transports, l'assurance, la logistique, etc. Et puis, dans un deuxième temps, on s'adressera aux secteurs qui sont à digitaliser en Afrique. Je pense évidemment à l'éducation, l'agriculture, la santé. Il y a beaucoup à faire. On s'attaque à une montagne. Ça fait déjà un certain temps, hein, puisque Bizao est un projet que j'ai initié à l'époque chez Orange il y a 3 ans et qui est depuis l'année dernière une start-up indépendante. Aujourd'hui, on commercialise des offres de collecte de paiement qui permettent d'accepter les moyens de paiement, des offres de paiement de fournisseurs, versement de salaire, et également on attaque le marché du transfert d'argent pour permettre aux entreprises telles que Western Union d'envoyer les fonds sur les comptes électroniques des clients mobiles, ce qui permettrait de changer radicalement la phase de transfert d'argent en Afrique. Le business model qu'on a, il est très simple, c'est une commission sur les transactions. On a développé une plateforme technologique propriétaire qui agrège toutes les solutions diverses et variées qu'on trouve chez les banques et chez les opérateurs et qui, à travers une couche de médiation, expose des API propriétaires standards. On opère sous une régulation assez différente en fonction des pays, mais nous, on s'efforce d'appliquer la DSP2, même si on n'est pas régulé en Afrique. Le contexte local va évidemment évoluer. Et je terminerai sur quelques chiffres sur notre déploiement. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et récemment aussi lancement en Tunisie. On compte ouvrir 5 pays de plus d'ici la fin de l'année. Nous couvrons actuellement une base de clients adressables de 120 millions d'abonnés mobiles et de 50 millions de comptes mobile money. Et on processe à peu près 300 millions de requêtes mensuelles sur notre plateforme. On a environ 30 personnes en effectif aujourd'hui et 15 en recrutement actif. Donc, tous les recrutements sont sur notre site web. Et voilà, après, sinon, pour nous, c'est très important d'être labellisé aujourd'hui et on est très fiers. On remercie beaucoup d'avoir été sélectionné parce que on a vraiment envie d'apporter l'expertise de la filière française FinTech en Afrique. Non pas que la nôtre, mais également la vôtre. L'objectif de Bizao, c'est d'être une plateforme ouverte avec des API qui permettent à d'autres FinTech aussi d'innover. Et on pense que le marché africain, c'est un des gros marchés de demain. Assez peu regardé, mais pour la France, ça devrait être un marché stratégique. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que Yves te rejoindra sur beaucoup d'arguments quant au marché africain. Je propose de passer au second labellisé, donc avec Jean-François pour Flair par Vadis Technologies. Donc Jean-François. Oui. C'est bon. Super, ça fonctionne. Parfait. Donc l'idée c'est de vous présenter Flair, une solution Know Your Business qui est YB, qui répond notamment à la problématique Sapin 2. Avant de rentrer en relation avec une partie tierce et lors de cette relation, vous devez savoir à qui vous avez affaire. C'est le but de la solution Flair. Nous assurons la transparence lorsque la confiance n'est pas fiable.
En fait, nous vous montrons ce qui se cache derrière le tiers, nous vous montrerons la forêt qui se cache derrière le sapin. Donc, on regroupe constamment des entreprises pertinentes à partir de sources publiques et privées via différents fournisseurs de données. On lie entre elles ces entreprises et ces personnes par des liens capitalistiques, des liens légaux, des liens managériaux. On a une toile d'araignée de l'ensemble des entreprises et personnes au niveau mondial. De là, on utilise nos algorithmes d'intelligence artificielle pour calculer et identifier certains risques et événements d'entreprise importants. En consultant la plateforme Flair, vous pouvez identifier de manière unique une entreprise, un groupe ou sous bénéfice effectif. Vous pouvez voir qui utilise son entreprise comme société écran, quelles entreprises sont à risque de corruption ou de fraude, par exemple, qui peut tomber en faillite dans les 18 mois et ainsi mieux gérer vos relations d'affaires. Flair permet au directeur achat compliance d'identifier les risques. En un clic, vous utilisez les risques sur vos tiers dans un rapport synthétique qui peut être utilisé à tout moment. Vous qualifiez les tiers, donc vous gérez les évaluations des tiers en fonction de leur niveau de risque, lors du sourcing et de la revue périodique, et vous surveillez les changements, l'évolution des risques tiers, l'apparition de mandataires dans l'administration, de nouvelles informations. Les points forts de notre solution sont une expertise reconnue et prouvée dans cette identification unique. On traite aujourd'hui 340 millions d'entreprises dans le monde, 250 millions de personnes qu'on relie entre elles, une capacité à traiter des grandes montagnes de données et de calculer les indicateurs. Une solution indépendante, et c'est un axe important, on est indépendant de tout fournisseur de données, on est une plateforme d'évaluation d'automatisation de données, on n'est pas fournisseur de données, donc on est data agnostique, ce qui permet aux clients de choisir ses meilleurs fournisseurs de données. Une solution 100% française et européenne qui donne toutes les garanties et les gardes du Cloud Act américain. Notre solution est hébergée dans un cloud français par une structure française. Une solution dessinée sur mesure aux besoins des départements achat compliance qui en fait Flair devient tout le contrôle de vos parties tierces. Et tout ça grâce à une équipe flexible et proche du client dans les phases d'implémentation et de production. On est aujourd'hui 10 personnes. Donc Vadis Technologies, c'est une RegTech spécialisée en analyse de données. On se développe en France. On a eu la chance de rejoindre le SWEV, l'incubateur FinTech de la Défense, début mars. Et on est en phase de communication importante sur Sapin 2 aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. C'est vrai que le SWEV est un incubateur avec lequel nous travaillons énormément et beaucoup de nos chers fintechs sont incubés. Je propose de passer maintenant à nos solutions. Un semestre réussi, ne pas être un semestre sans blockchain. Donc, Jessica, je t'en prie. Bonjour. Flipenpic. Exactement. Merci Clémence pour l'introduction. N'avez-vous jamais apprécié l'odeur de la viennoiserie dans les rues de Paris le matin, ou bien dégusté un pan con tomate avec la baguette qui sort du four à Madrid, ou voir un souffleur de verre à l'œuvre à Murano? Ce savoir-faire est l'empreinte de plus de 23 millions de commerces indépendants en Europe que nous souhaitons promouvoir et faire connaître à travers notre application mobile Flipenpic, qui est le premier réseau social, commercial et technologique qui est créé afin de partager et booster la visibilité de toutes les petites pépites locales dans le monde, que ce soit des artisans, des commerçants et des créateurs indépendants. Notre plateforme fonctionne sur la recommandation et le partage des bonnes adresses, où les utilisateurs de notre application, consommateurs, citoyens et touristes, sont récompensés pour créer du contenu de qualité et bénéficier d'offres, de promotions et de cadeaux au sein de notre application et notre réseau de partenaires stratégiques et financiers. Flipenpic répond aujourd'hui à la problématique mondiale des commerces indépendants qui souffrent du manque de visibilité, car ils n'ont pas pris le virage du marketing digital, de la concurrence féroce des grandes marques qui bénéficient de gros budgets ou de ressources internes telles que community manager ou agences de communication. Présent sur 3 continents, en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, Flipenpic apporte une solution complète basée sur nos services de marketing digital alliant technologie et stratégie financière avec un forfait annuel à partir de 365 €, où les commerçants bénéficient d'une visibilité inégalée auprès d'une communauté d'utilisateurs qualifiés et locavores. Au vu de la crise sanitaire du Covid-19, Flipenpic apporte une solution à un problème sociétal grâce à l'intervention de l'humain. Militons ensemble pour le commerce local, durable et responsable. Téléchargez notre application qui est live sous les stores et retrouvez-nous sur notre site flipenpic.eu ou sur les réseaux sociaux. Je suis Jessica Nguyen, directrice Europe de la FinTech FlipTech SA, qui exploite l'application Flipenpic. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jessica, pour ce super pitch. On va passer maintenant à Jérémy Deloy pour Rich5. Super, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Jérémy. Bonjour Clémence, ça va? Très bien, et vous? Excellent, merci. Excellent. Je suis heureux de faire partie de cette communauté FinTech. En 3 minutes, je vais essayer de vous résumer Rich5. 3 minutes, c'est suffisant. On va parler de friction, on va parler de sécurité, on va parler d'usurpation d'identité dans le secteur du B2C, pardon. C'est des sujets en plus qui ont pris une mesure considérable durant le confinement, puisque durant le confinement, tous les magasins étaient fermés. Il n'y avait qu'une seule porte d'entrée, c'était le digital. Bien que nous, on travaille, on accompagne les marques sur l'omnicanal, donc à savoir effectivement gérer l'authentification sur tous les points de contact. Et les points de contact sont de plus en plus nombreux, puisque effectivement, il n'y a pas juste le magasin, il y a le web, il y a l'application, il y a le mobile, il y a le chat, il y a la voix. Et tous ces points de contact ont été silotés depuis de nombreuses années par les entreprises. Et ce qui fait que, en fait, une entreprise, elle a plusieurs identités vous concernant et elle a beaucoup de mal, effectivement, à avoir un ID unique, enfin une vision unique de votre identité complète et comment dirais-je, et en plus qui a plusieurs assets, puisqu'une identité, c'est effectivement un numéro de téléphone, une ou voire plusieurs adresses email, peut-être l'empreinte digitale, peut-être tout ce qui concerne effectivement la partie sociale. On parlait des réseaux sociaux avant, donc votre social logging, etc. Donc en fait, nous, Rich5, on est une solution SaaS. On propose une plateforme globale de gestion des identités au travers de laquelle, effectivement, on va authentifier les personnes sur l'ensemble des points de contact d'une marque, proposer des authentifications de plus en plus fortes. J'insiste sur ce mot fort parce qu'on est dans le domaine bancaire. Dans le domaine bancaire, on parle de la DSP2. La DSP2, c'est effectivement une nouveauté qui vient renforcer la sécurité en imposant notamment de nouvelles règles telles que l'authentification forte du client. C'est quelque chose dont les commerçants dans le B2C ont extrêmement peur parce que ça va venir tuer un petit peu la conversion. En tout cas, ça va venir diminuer la conversion. Si en amont, le travail d'authentification et de reconnaissance client est bien fait avec une plateforme comme Rich5, effectivement, on ne déclenchera pas la notion de DSP2 à la fin du parcours client et on gardera un taux de conversion plutôt bon. De plus, on évitera l'usurpation des identités. Effectivement, on a on est en train de développer chez Rich5 un moteur, c'est l'objet de cette présentation, effectivement, de machine learning, de détection, des usurpations d'identité dans le secteur, puisqu'on s'aperçoit effectivement, et comme j'ai dit, ça a augmenté durant le confinement, qu'il y a de plus en plus d'usurpations d'identité. Pourquoi? Parce que l'email mot de passe, j'ai envie de dire, est mort, ou en tout cas, c'est une faille de sécurité énorme, la plus grosse, et il y a des bases de données leakées qui traînent sur Internet, sur le dark web, que vous pouvez acheter avec, effectivement, l'email et mot de passe qui vient avec. Et il faut savoir que 60% des Français utilisent le même mot de passe pour tous leurs comptes. Donc, on a à peu près une quinzaine de comptes, ce qui fait qu'un hacker qui réussit à récupérer effectivement l'email mot de passe peut aller sur tous vos comptes et c'est ensuite une porte ouverte effectivement sur vos accès, vos paiements, etc. Et ça crée des leaks de bases de données énormes qui sont des gros problèmes. Donc, tout ça, on va le détecter, nous, en amont avec notre moteur de machine learning des usurpations d'identité, aider les marques, effectivement, à sécuriser tout cela, et puis mettre en avant des modèles d'authentification nouveaux, plus sécurisés, comme le biométrique. Donc, biométrique, c'est l'empreinte digitale, c'est le Face ID, ou ce qu'on appelle l'OTP, le One Time Password, c'est-à-dire vraiment se connecter avec son numéro de téléphone, recevoir un mot de passe à usage unique, valable quelques secondes, le temps d'entrer, effectivement, dans votre environnement, dans votre session. On parle aussi de FIDO2. FIDO2, c'est un nouveau standard pour une connexion web sécurisée. C'est très lié effectivement à la banque. L'authentification d'utilisateur et par mot de passe, c'est terminé. Aujourd'hui, on va utiliser FIDO2 pour justement éviter ce qu'on appelle les attaques brute force, les emails d'hameçonnage, le phishing, etc. Et FIDO2, c'est un standard aujourd'hui qui est né du W3C, des trois grands, du consortium du monde de l'Internet. Et on va pouvoir proposer ça effectivement à nos clients. Vraiment, oublier le mot de passe. La vision de Rich5, c'est que dans 5 ans, il n'y a plus de mot de passe et il y a des usages modernes, effectivement, qui vont permettre de sécuriser l'identité client. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Donc, je ne sais pas s'il me reste du temps, mais voilà. En tout cas,
Voilà en 3 minutes ce que je peux dire sur Richfy. Et Richfy, si je ne me trompe pas, en plus d'avoir obtenu le label Finance Innovation, et a obtenu les financements PIA 3, si je ne dis pas de... Non. Clémence, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas encore. C'est peut-être un bon message. On était en soutenance hier, effectivement, pour le concours à Innov, et avec BPI France notamment. Et effectivement, il y a de bonnes chances qu'on puisse bénéficier de ces, en tout cas de cette subvention, de cette aide qui va pouvoir nous aider, et parce que c'est effectivement l'objet de ce projet, nous aider à recruter des spécialistes du machine learning pour pouvoir travailler sur notre module d'usurpation d'identité qu'on pourra vendre dès la fin de l'année. Donc, c'est vraiment un module supplémentaire qui est demandé par le marché, attendu par les retailers, puisque c'est une vraie problématique aujourd'hui, l'usurpation d'identité sur les sites Internet. Et c'est une problématique qui n'est en pleine, enfin, qui est exponentielle face effectivement à l'usage du digital de plus en plus fort. Bon, j'espère que ça se passera bien et qu'on aura rapidement une réponse positive de part de BPI. Je vous tiendrai au courant. Merci en tout cas, Clémence. On va passer maintenant à Retrib avec Jamie Le Petit qui va nous présenter cette nouvelle solution de paiement. Oui, bonjour, merci Clémence. Alors pour ma part, je lead donc le projet Retrib entre Paris et Genève. En 2 mots, Retrib, c'est un projet de rupture. On repense le paiement en fait pour faire de cet acte qui est au cœur des échanges économiques un acte responsable. C'est le maillon paiement d'une chaîne de consommation responsable. On développe le premier moyen de paiement qui capte la valeur qui est produite par la circulation monétaire, donc les frais de transaction, pour mieux en redistribuer une partie et l'affecter finalement au projet, au financement de projets sociaux et environnementaux. En fait, Retrib, c'est un peu le Free du paiement. On vient changer une recette un peu entière et offrir un modèle qui est rentable, durable et vertueux, où finalement chaque euro de croissance contribue à proportion non négligeable aux enjeux sociétaux de notre époque. Donc c'est un modèle économique qui inscrit la RSE finalement au centre de son modèle d'affaires et finalement c'est ça la quintessence de la RSE, c'est quand elle est intégrée directement au cœur du business model. Pour y parvenir, on s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est la tokenisation de la transaction via un réseau de stablecoins collatéralisés sur l'euro et grâce à une technologie de pointe dans le traitement de data. Donc c'est pas une blockchain, c'est une DAG-chain. Ça présente des caractéristiques un peu différentes qui sont beaucoup plus applicables au paiement notamment. Et le second pilier, c'est la gratuité depuis 2014 des virements SEPA. Donc en fait, le token, c'est l'actif qui circule au quotidien. Et le flux financier, lui, il est assuré entre Retrib et le compte bancaire du commerçant par virement totalement automatisé. Donc comme on reprend le lead sur la transaction, on applique notre propre commission de réseau qui est plus faible que le prix du marché et on fait un choix unilatéral qui est d'en reverser un tiers au financement de projets sociaux et environnementaux. Donc si l'utilisateur ne contribue pas financièrement, lui, il est impliqué de manière collaborative dans le choix du projet à soutenir. Et donc, depuis son wallet, il a la possibilité de choisir le projet qui lui est proposé, qui lui tient à cœur. Et ensuite, c'est Retrib qui reversera un tiers de ses revenus directement au financement de ce projet, et ce, à chaque transaction qui est opérée sur le service. Donc, le projet a 18 mois, la startup a 1 an, on est incubé à la station F. On vient d'initier une première levée de fonds et on vise une première mise en exploitation du service d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on est très heureux d'obtenir aujourd'hui le label Finance Innovation qui vient confirmer tous nos efforts depuis maintenant 1 an. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Court et concis. Nickel. On va passer maintenant à Rosalie avec Arbias Niti. Bonjour. Bonjour Arbias, c'est bon, tu nous entends? Oui, bonjour. J'active mon micro. Super. Bonjour à tous. Donc, Arbias Miti, fondatrice de Rosalie. En fait, on est parti d'un constat simple qui sont les fins de mois difficiles, qui sont difficiles aujourd'hui pour des millions d'entre nous, encore plus avec la crise actuelle économique importante qui se profile. On estime en fait à 1 Français sur 2 qui se retrouve dans le rouge au moins 1 fois par an, aujourd'hui. Et en fait, l'idée justement, c'est que
quand on a un imprévu financier dans le mois, les deux seules alternatives qu'on a, ici en France ou en Europe, sont les découverts bancaires et les crédits à la consommation, qui restent les seules solutions en attendant le salaire à la fin du mois. Et ces deux solutions-là sont bien sûr payantes. Et du coup, en fait, on s'endette et on rentre dans un cercle d'endettement, ce qui est le cas, en fait, de la majorité des Français. Donc, notre réponse, en fait, à ce problème-là est de révolutionner vraiment notre système de paie et de permettre le versement du salaire à la demande. Donc, comment on fait concrètement? Rosalie, c'est une application qui permet aux employés de visualiser à n'importe quel moment leur salaire, qui est un salaire correspondant aux heures qu'ils ont déjà travaillé dans le mois. Donc, je suis un ouvrier payé 2 000 € net à la fin du mois. Le 3 du mois, je vais voir 300 €, l'équivalent de 3 jours de travail. Le 15 du mois, je vais voir 1 000 €, l'équivalent de 15 jours de travail. Et j'ai besoin d'un cash tout de suite à la hauteur de, on va dire, de 400 €. Et donc, je choisis 400 € sur l'application et je le reçois en un clic instantanément sur mon compte bancaire. Donc, en fait, l'idée, justement, c'est apporter une solution positive, saine à l'accès au cash aux salariés, en fait, en passant simplement par leur paye, qui est un droit aujourd'hui. Donc, notre révolution, en fait, s'arrête pas justement sur le produit, mais plutôt sur aussi le business model, parce que notre approche, elle est plutôt B2B2C. On vend ça plutôt à l'employeur, donc aux entreprises, comme un perk sous forme d'un abonnement fixe par mois par salarié, donc pas de taux d'intérêt, pour justement aller vers une marque employeur positive, meilleure rétention et engagement des salariés, baisse de turnover. Et au passage, on supprime en fait des coûts assez importants administratifs aujourd'hui dans la gestion actuelle des demandes d'acompte en interne. Il faut savoir que l'acompte sur salaire est obligatoire en France et tout employeur en fait est obligé de répondre positif à toute demande d'acompte le 15 du mois pour 50% de salaire. Ce qui, pour énormément de boîtes aujourd'hui, d'entreprises industrielles dans différents secteurs comme le retail, le food, hospitality, le service à la personne, l'intérim, etc., est un énorme en fait sujet, que ce soit administratif mais aussi de trésorerie. Donc Rosalie justement vient mettre fin justement à ces paperasses inutiles pour la paie et les acomptes en digitalisant en fait le process. Donc, tout est centralisé, optimisé et fluidifié. Et c'est nous qui apportons justement le cash et avançant le cash pendant le mois, qu'on déduit en fait automatiquement du salaire ou de la paye en fin du mois. Et donc côté aussi côté donc employé, on apporte justement une solution très utile pour aborder plus sereinement les fins de mois difficiles, d'éviter les frais de découvert, les prêts à la consommation. Et du côté en fait de l'employeur, on lui apporte justement un impact positif fort sur sa marque employeur. Et voilà, aujourd'hui, on est appelé à être solidaire, responsable et inventif. Et justement, c'est la solution qu'on espère en fait apporter avec Rosalie aujourd'hui. Donc, c'est une start-up qui s'est créée fin 2019. On est aujourd'hui une équipe de 5 personnes, moi, un CTO et 4 développeurs. On vient tout juste de terminer en fait notre produit avec un cash flow mapping assez complexe et des partenaires en fait bancaires. Et on commence en fait dès septembre les premiers déploiements en fait avec 2 pilotes aujourd'hui, avec 2 grands groupes du retail et de services à la personne. Et on commence déjà par le marché français. La vision, c'est certainement commencer par la compte sur salaire, mais notre vision en fait finale, c'est de devenir peut-être la première banque éthique demain du salarié en lui apportant vraiment tout produit financier instantanément, justement grâce à notre position stratégique entre l'employeur et l'employé et notre data en fait sur le logiciel de paie d'un côté et le compte bancaire du salarié, et lui apporter ça justement avec que ce soit gratuitement parce que notre business model est toujours B2B, ou en tout cas avec des rates beaucoup plus justes que ce qu'il y a sur le marché, parce qu'on n'a pas le même coût d'acquisition ni le taux de défaut d'une banque normale traditionnelle, une fintech en fait de crédit B2C. Donc voilà ce qu'on fait. Merci beaucoup Arbia. Je vous propose qu'on passe avec quelques petites questions. Alors je ne sais pas si parmi l'audience certains vous posent des questions. Vous pouvez via le chat. Si vous voulez le faire aussi entre vous, il n'y a pas de problème. Moi, je vais commencer avec une première question hyper classique qui est en plein dans le sujet. Donc, le confinement, plus globalement, la crise sanitaire, ça a changé énormément de choses. Mais qu'est-ce que ça a changé, vous, au niveau de votre business, des attentes clients et du comportement de vos clients? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Alors, juste une précision, on ne peut pas être plus de 6 intervenants. Donc, on fera tourner parmi nous les labellisés. Donc, je vous donnerai la parole un peu au fur et à mesure. Si quelqu'un veut commencer, allez-y, dites-le moi. Alors, si je me permets,
en fait, en tout cas pour le cas Rosalie, c'était un super accélérateur parce que quand on a commencé en fait au début, c'était avant la crise, en fait, on savait que notre challenge c'était d'évangéliser un peu le marché, la mentalité des DRH, des entreprises et des DAF, etc. par rapport justement à leur responsabilité sociale vis-à-vis de leurs employés. Et pendant la crise, en fait, tout le monde justement fait appel à ce genre de service et on a pas mal en fait de boîtes qui ont même mis en interne des fonds internes pour apporter justement des prêts en fait à tout zéro à leurs employés pendant le confinement et ils ont vu en fait des demandes de dingue, un usage de fou. Là, une boîte qu'on accompagne aujourd'hui, elle a eu plus de 2 millions d'euros de demandes en 48 heures par mail. Donc, ce qui a complètement prouvé en quelque sorte en fait notre solution. Et donc aujourd'hui, on passe en fait à l'étape plutôt commercialisation plutôt que d'évangélisation de marché. Donc, je dirais plutôt que c'est un accélérateur clairement en tout cas dans mon cas à moi. D'accord, c'est un point de vue très intéressant. J'imagine au niveau aussi des… Jessica, là je vais venir plutôt vers toi, au niveau des magasins, enfin de la consommation classique, ça a été plus compliqué. Comment est-ce que vous avez perçu ce changement? Alors nous, ça a été une étape qui a été un peu décisive par rapport à notre projet, tout simplement parce qu'on était sur le point de commercialiser Flip & Pick. Donc tout s'est mis un peu à l'arrêt du jour au lendemain. Donc il a fallu justement se pencher un peu sur nos priorités, stopper effectivement cette phase de lancement qu'on a décalée. On a revu complètement la stratégie de la société. Et en fin de compte, c'est un bilan qui est extrêmement positif parce que Flip & Pick répond complètement à la problématique aujourd'hui des commerçants qui sont en train d'énormément souffrir de ce manque de chiffre d'affaires, de la fermeture de leur commerce. L'activité est en train de redémarrer, en train de repartir. Donc, ils ont ce besoin en visibilité, ils ont ce besoin en communication et Flip & Pick répond complètement à cette problématique aujourd'hui. Donc, je dirais que pour nous, c'est malheureusement une crise qui a des répercussions qui ont été assez dramatiques. Mais malheureusement, nous, on a vu en fin de compte l'opportunité de marché, de se restructurer et de se recentrer sur l'essentiel, à savoir des commerçants, la visibilité et pouvoir lancer notre projet encore plus intelligemment. D'accord. Aurélien, sur la partie Afrique, j'ai eu l'impression que le Covid au niveau du paiement était quelque chose d'assez bénéfique. Je ne sais pas comment dire ça de manière mieux, mais j'ai cru que au niveau du paiement, ça a pas mal accéléré les choses et de montrer qu'il y a des acteurs qui étaient vraiment pertinents. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, c'est bon, un peu comme partout dans le monde, hein, le paiement digital ressort renforcé par la crise actuelle et va continuer de se renforcer puisque quand il y a confinement, le paiement à distance augmente. Quand il faut aller dans un magasin et éviter les espèces, on préfère payer avec des moyens digitaux. Alors, en Afrique, aujourd'hui, payer avec un moyen de paiement digital dans un magasin, c'est pas simple. On s'y attelle chez Bizao à la Prétel, mais bon, on va dire que c'est pas un cas très fréquent. Par contre, du coup, tout le monde a compris que c'était essentiel. Donc, il y a une vraie prise de conscience des gouvernements, des régulateurs, des clients finaux, des entreprises, qu'il faut digitaliser le paiement, se débarrasser progressivement du liquide pour éviter de transmettre le virus et pour assurer aussi des continuités d'activité avec le digital. Et c'est là où c'est encore plus fort, c'est que il y a un gros retard évidemment à la digitalisation en Afrique, mais aujourd'hui, il n'y a pas une grosse boîte en Afrique qui n'accélère pas sa stratégie de digitalisation parce qu'ils voient bien que c'est un facteur de succès, ok, mais même de survie. Donc pour nous, c'est bénéfique. Hein, on a vu une belle croissance de nos. Oui. Non, pardon, j'ai cru interrompre quelqu'un. Voilà pour un petit feedback là-dessus. Puis bon, sinon chez nous, au niveau humain, c'est intéressant parce qu'on est présent sur plein de pays et on a confiné tout le monde à Abidjan, à Dakar, à Paris. Et la boîte fonctionne encore mieux en pur digital. On a continué les recrutements et on a appliqué plein de nouveaux projets, plein de nouvelles méthodes qui marchent vraiment bien. Donc on va revenir dans les bureaux, mais c'est un peu comme beaucoup de boîtes, on a découvert que la productivité était parfois meilleure à domicile. Jérémy, hop, pardon, vas-y, je t'en prie Aurélien.
Jérémy, un des deux Jérémy. À lequel? Choisis. Tu choisis. Bon, bah, vas-y, Retrib, je t'écoute. Par rapport au confinement? Par rapport, donc, du coup, au confinement, par rapport à la situation, qu'est-ce que ça a changé alors, pour vous, pour l'attente par rapport aux clients, qu'est-ce que... Pour nous, ça a consolidé le momentum. Le momentum est déjà parfait parce qu'il y a une attente, et je distingue bien les institutions financières des personnes qui travaillent au sein de ces institutions financières. Je pense qu'il y a une quête de sens qui est partagée par l'ensemble des gens qui travaillent dans l'industrie de la finance. Aujourd'hui, plus que jamais, cette industrie qui est, pour l'instant, probablement la plus épargnée, eh bien, je dis bien pour l'instant parce que les choses sont plus devant nous que derrière nous, malheureusement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a non seulement des révolutions qui sont en cours, notamment sur le paiement, mais en plus, il y a une attente de prise de responsabilité dans cette industrie qui est beaucoup plus forte. C'est quand même l'industrie aujourd'hui qui a le plus gros niveau d'asymétrie entre impact et prise de responsabilité aujourd'hui. Et quand je le compare à toutes les industries aujourd'hui dans l'économie, par conséquent, le paiement est probablement le noyau dur de l'échange économique. C'est ce que je disais tout à l'heure en présentation, c'est l'acte originel qui est au centre de tous les échanges économiques. Et si demain on arrive à rendre ce paiement plus responsable, on veut tous consommer des produits sans nitrite, sans OGM, équitables, biologiques, mais nos moyens de paiement sont restés les mêmes qu'il y a 40 ans. Pour Retrib, c'est une opportunité extraordinaire, c'est d'apporter ce maillon paiement à cette chaîne de consommation responsable. Donc, pour nous, il y a une appétence considérable et de la part des... toutes les directions sont quasiment devenues des directions RSE aujourd'hui. Donc, il y a une appétence considérable de la part des dirigeants dans les grands réseaux. Il y a une appétence considérable de la part des TPE et des PME qui ont conscience qu'il n'y a plus de viabilité économique s'il n'y a plus de viabilité sociétale. Et il y a une attente considérable de la part des utilisateurs aussi de jouer un rôle dans cette transformation-là et de faire peser de tout leur poids de consommateurs finalement sur les institutions financières pour, en tout cas, ce qu'elles en comprennent. Et souvent, le paiement, c'est la seule chose qu'elles en comprennent pour bien faire évoluer ce marché. Donc, voilà. Donc pour nous, c'est une très belle opportunité et on va la saisir. Finalement, le Covid pour le monde bancaire n'a pas été une chose à déplorer. Parce que beaucoup de nouveaux usages ont été mis en place et les approches ont pu être accélérées. Jean-François, est-ce que vous pourriez aussi nous faire un petit mot par rapport à Badis et à Flair? Enfin, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est sur, on travaille dans la RegTech on est guidé par la régulation. La régulation et donc la lutte contre la corruption est restée présente. L'agence française anticorruption a suspendu le PC contrôle, mais ils ont repris. Et donc on voit que le besoin de s'équiper de moyens pour réguler cette corruption reste importante. Et donc n'est pas du tout influencé et contracyclique par rapport au marché global. Donc pour nous c'était intéressant et on a eu beaucoup de prospection et de rencontres clients virtuels par rapport à Flair. D'accord. Alors j'ai perdu la dernière personne à qui je voulais demander cette question, qui était Jérémy de... Alors est-ce qu'il serait encore là? Déborah? Non, j'ai l'impression qu'il y a eu une bonne connexion. Quel Jérémy? Non, l'autre, justement, l'autre Jérémy de Rich5. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous, aujourd'hui, les moyens de paiement, c'est quelque chose de primordial dans le monde bancaire? Vous êtes quand même beaucoup à représenter cet écosystème-là. Quelles sont pour vous les grandes tendances qui vont se dégager dans les prochains mois? Est-ce que vous pensez qu'on aura... Ah, c'est bon, Arbia est revenu. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir encore de nouvelles évolutions? Je sais pas, est-ce que quelqu'un veut en donner son point de vue par rapport à ça? On a déjà un train de retard en fait. On a un train de retard par rapport à l'Asie. Le mobile pay, il y a encore beaucoup à faire en Europe sur le sujet. Donc le mobile pay va prendre de plus en plus de place. On l'a vu avec le Covid. Toutes les terrasses de café se sont parées de QR code
Donc, il y a une évangélisation de cette techno qui n'est pas nouvelle, hein. Mais il y a une évangélisation massive du QR code. Le QR code pour payer, on le voit avec Lydia, on voit avec PayPal qui vient de se lancer aussi dans le QR code pour le paiement. Mais c'est déjà le cas en Asie depuis plusieurs années. Ils ont un historique, un recul et une analyse dessus qui est beaucoup plus antérieure à la nôtre. Donc il y a énormément d'évolutions. On le voit aussi avec la tokenisation de l'économie financière, le token euro qui va être porté par la Banque centrale européenne, qui a elle aussi un petit temps de retard par rapport à la banque centrale chinoise, le dollar digital, etc., etc. Donc il va y avoir énormément d'évolutions sur ces sujets-là. Et je serais pas étonné que dans les 10 prochaines années, des géants comme Visa et Mastercard perdent considérablement en perte de marque. C'est un retard qui peut être rattrapable malgré tout, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial. Hein. Oui, complètement. C'est toujours rattrapable, un retard technologique. Surtout que la particularité de l'écosystème européen et particulièrement français, c'est notre capacité à produire des interfaces qui sont parmi les meilleures au monde, avec des expériences utilisateurs qui sont sensiblement meilleures qu'ailleurs. Donc, c'est toujours une question d'usage et de conquête du marché derrière. Très bien. Jessica, je pense que tu as voulu rebondir aussi, je t'ai entendu. Alors, je rejoins complètement l'avis de Jérémy. Il a très, très bien résumé. Si je devais ajouter quelque chose, je dirais aussi que c'est la démocratisation de tout ce qui va être home office, tout ce qui va être la possibilité maintenant d'être beaucoup plus chez soi, de rester beaucoup plus chez soi, de ne plus avoir forcément des structures au bureau comme avant. Et puis, notamment le côté revanche du local sur la globalisation et la mondialisation, où va y avoir quand même de net changement. On va le voir cet été, je pense, avec un tourisme beaucoup plus intramuros et puis une consommation beaucoup plus locale. Mais sinon, je rejoins complètement l'avis de Jérémy. Nous étant aussi du côté un peu crypto. Effectivement, il y a un gros métro de retard sur l'Europe, mais cette crise va, je pense, apporter pas mal de bons et de recentrer beaucoup de choses. Voilà, je devais compléter. Merci. Je vois que Jérémy de Richard est revenu, donc je vais pouvoir reposer ma question. Quant au confinement et à la crise sanitaire, les impacts que ça a eu de votre côté et est-ce que ça a changé au niveau des attentes clients, de comportement, vous en interne ou voilà. Qu'est-ce que ça a pu faire évoluer ? Ça a changé notre manière d'adresser le marketing et effectivement de vendre. Ça n'a pas changé notre manière d'adresser le développement, enfin la R&D, puisque la R&D, j'ai instauré le remote dès le début de la création de l'entreprise, en fait. Donc, toute l'équipe tech, toute la population tech, produit, infra, est habituée à bosser en remote. Donc, elles ont tous les outils à disposition qui leur conviennent pour bien bosser en remote. Ça a juste accentué le remote. Ça va me permettre effectivement de mettre en place, de donner une nouvelle vision du monde du travail de demain, de réduire les espaces, donc potentiellement de faire des économies effectivement d'échelle sur les bureaux. C'est extrêmement intéressant, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est notre capacité à travailler à l'international. Aujourd'hui, moi, j'ai des développeurs qui sont à Lille, à Grenoble. J'en ai un qui est en Irlande, j'en ai un qui est à Taïwan. Et on va continuer à recruter à l'international puisque ça nous permet de couvrir effectivement tout le cycle de la chaîne, de gérer les astreintes clients, puisque parfois on a des astreintes clients puisque on fait des mises en prod la nuit avec nos clients. Et les astreintes pèsent sur les équipes en France, et donc on peut passer le relais effectivement aux équipes qui sont de l'autre côté du cadran. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas trop changé. Après, ce que je disais effectivement, c'est que le marketing, nous on travaillait beaucoup sur un marketing classique avec des événements, enfin tout ce qui est salon, etc. C'était 75% de notre activité. Et là, on a dû se réadapter et passer sur un marketing complètement full digital. Et ça, je trouve que les équipes ont très très bien relevé le défi, vraiment très bien relevé le défi. Les équipes sales ont dû aussi apprendre à travailler à distance, mais elles se sont très 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 vite habituées. Voilà. Ce qui a changé pour nous. Après, les clients, nous, ça a été un peu comme tout le monde ici, hein, je partage, ça a été un constat positif sur les clients existants en fait.
puisque les clients existants ont dû, quand on ferme 1000 magasins du jour au lendemain et qu'on n'a plus que le digital comme porte d'entrée du business, forcément, il y a un impact très, très fort sur le digital. Et nous, comme on gère l'identité client, on est maître de l'identité. Une personne qui s'authentifie sur un site, elle passe par Reachify pour certains de nos clients. La sécurisation de ces identités aussi. Donc, forcément, tout ça, ça a explosé puisque le digital a explosé. Après, plus de difficultés à trouver de nouveaux clients pendant cette période. Ça a été quand même extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on a fait de l'upsell, du cross-sell avec nos clients existants. Mais trouver de nouveaux clients, ça a été quand même extrêmement difficile. Donc là, ça reprend et j'en suis très content. Mais ça nous a permis de travailler sur des chantiers nouveaux et notamment de R&D et de réfléchir à de nouvelles choses. Voilà. Et les clients sont durs à trouver, mais les financements aussi, j'ai l'impression, ne sont pas hyper simples à aller chercher. Je ne sais pas si Richard est dans cette situation-là, je sais en partie, mais je ne pense pas que ce soit très simple aujourd'hui d'aller chercher du financement, que ce soit au niveau du Business Angel, Family Office, de VC. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Nous, on devait faire une série B là cette année, puisque c'est vrai que je n'ai pas précisé tout à l'heure l'équipe, on a fait une série A l'année dernière. Ça a été stoppé. C'est comme on devait ouvrir l'international. Moi, j'étais au UK au mois de février. On devait recruter 4 personnes. On était justement au mois de février pour valider ces 4 personnes, 2 sales, un pre-sales et un PMO, un project manager en fait. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté. Donc, on prend un décalage de 6 à 12 mois. C'est-à-dire que j'ai aucune idée en fait réelle de la reprise au mois de septembre. Aujourd'hui, c'est extrêmement flou tout ça. On est bercé par le chômage partiel en France. Donc, c'est une très, très belle… non, mais c'est une belle initiative, il faut le dire, c'est exceptionnel. Je veux dire, il n'y a pas d'équivalent partout dans le monde. Maintenant, ça ne va pas être bon pour la reprise parce que aujourd'hui, on parle de prolonger le chômage partiel, mais quand on va reprendre réellement, et quand on va reprendre réellement, je pense que ça risque de secouer un petit peu. En tout cas, c'est ma vision à moi personnelle des choses, et que le pire n'est pas derrière nous aujourd'hui, peut-être d'un point de vue sanitaire, et encore, on ne sait même pas s'il y aura une deuxième vague ou pas. Les experts sont très mitigés sur ce sujet-là, donc on peut débattre des heures sur ce point-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la crise, elle, d'un point de vue business, elle est devant nous en fait. Donc, quelle va être la réaction des marchés, quelle va être la réaction des entreprises à la rentrée, quels vont être les plans de licenciement? J'en ai vraiment aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que moi, de mon côté, j'ai designé l'entreprise pour faire face à cela. On a été chercher, donc en parlant de financement, on a quand même été chercher des PGE, un PGE. Enfin, voilà, on a été chercher du financement par l'État. Ça aussi, c'est assez incroyable, c'est assez exceptionnel. Je pense que ce qu'a fait le gouvernement à ce niveau-là, ça n'a aucun équivalent nulle part ailleurs. Donc il faut le souligner. Et je vais laisser la parole après. Mais en tout cas, des financements, les capitaux en tant que tels ont été beaucoup plus rares. Il n'y a pas eu de grosses levées pendant le confinement. Post-confinement, on en a vu. En fait, les capitaux qui ont été levés sont venus renforcer des boîtes déjà très avancées. On peut parler de Content Square, on peut parler de Aircall, voilà, des belles startups, mais qui sont déjà très avancées. En fait, les financements de nouvelles entreprises sont plus compliqués. Mais j'ai l'impression, en échangeant avec les VC qui sont à notre board et en voyant un petit peu ce qui se passe, que les choses bougent. Et que de toute façon, il y a des liquidités qui sont disponibles auprès des fonds d'investissement et qu'ils ont de toute façon pour mission de les investir. Donc, je pense que ça va repartir et qu'il y a de bons signaux positifs, en tout cas, à prendre en compte. Après, encore une fois, j'attends la rentrée de la reprise du mois de septembre. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. L'un de vous peut-être souhaite réagir aussi à ceci. Sinon, j'ai une question un peu pour Jérémy. Pardon? Alors, Jérémy a une question sur le chat pour vous. Donc, l'identité client est différente en France et à l'international. Comment gérez-vous ce défi et votre développement peut-être à l'étranger? Ah oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'identité biométrique, elle est internationalement, c'est la même stack technique, c'est la même base, puisqu'elle dépend de l'empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale. Seulement, on s'aperçoit qu'on est encore très, très, très loin en Europe, même aux États-Unis, sur l'usage du biométrique, mais je pense que ça va assez rapidement
devenir un petit peu comme la monnaie virtuelle, enfin comme le Bitcoin, etc., ou les nouveaux moyens de paiement. Ça va devenir quelque chose qui va rentrer dans les mœurs très 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 vite. Par contre, il y a ce qui se passe, c'est que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des identités gouvernementales qui sont mises à disposition. En France, c'est France Connect. Et il y a des équivalents comme ça dans chaque pays européen, au UK, en Hollande, en Belgique, en Allemagne. Donc nous, dans notre plateforme, on met à disposition les technologies justement d'authentification comme celle-ci et qui permettent d'être très vite apposées sur un site internet, par exemple sur Engie. Vous pouvez vous créer un compte, vous connecter, être identifié, être reconnu avec France Connect. Donc, France Connect, derrière, c'est la poste, c'est votre carte vitale, c'est votre compte pour les impôts, etc. Donc, c'est assez précis, assez sécurisé. Et d'un point de vue identitaire, c'est assez. On parle de véracité. Donc là, on ne se trompe pas. Après, il y a tout ce qui est social login. La partie social login, effectivement, il y a des différences d'un pays à un autre. En Europe, aux États-Unis, on est très, très utilisateurs de Google, de Facebook, de PayPal, etc. Mais quand on va en Asie, on déploie plutôt des solutions comme WeChat, Line, KakaoTalk, Naver, etc. Et nous, notre plateforme, elle va mettre à disposition l'ensemble de ces technologies justement de reconnaissance d'identité auprès des clients. Donc, on accompagne aujourd'hui des clients comme l'Occitane à travers 90 pays dans le monde. Lacoste, c'est un peu plus de 60 pays. Enfin, tous nos clients, on les accompagne à l'international. Aujourd'hui, la plateforme, elle est disponible dans le monde entier et on repose nos assets après d'un point de vue infrastructure sur Google, sur Microsoft, sur Amazon, sur Alibaba, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais merci pour celle-ci en tout cas. Je vais donner la parole à Jean-François en premier, peut-être. On n'a pas entendu la question, pardon, Clémence, tu avais ton micro. D'accord, je propose un dernier tour de table, donc 15 dernières secondes à chacun pour faire un petit point sur sa société, ses besoins ou qu'importe, son point de vue sur l'écosystème actuel. Donc voilà, je vous donne la parole à chacun les uns après les autres. Très bien. Mais donc, si vous avez une solution au Sapin 2, on est à disposition et heureux de vous servir sur la place de Paris. Merci beaucoup. Jessica. Voilà. Alors, non, moi, je voulais juste conclure par le fait que Finance Innovation nous a apporté une bonne expérience, une expérience qui est enrichissante, dont on est très, très fiers d'être labellisé. C'est aussi pour nous une belle légitimité à travers du fait que l'on se déploie en France à travers les différentes régions, à travers les différents élus locaux. Donc voilà, pour nous, c'est une très belle visibilité pour promouvoir Fit & Peak et pour notre mise sur le marché qui va arriver là à la rentrée en septembre. Donc voilà, on est très très content de faire partie de l'écosystème de Finance Innovation. Voilà. Merci beaucoup Jessica. Merci. Aurélien, un dernier mot pour la fin peut-être. Oui, enfin, un peu comme tout le monde, on est évidemment très fiers d'être labellisé. Après, peut-être tout particulièrement, parce que finalement, on n'opère pas beaucoup en France, on opère essentiellement en Afrique. Et c'est important d'avoir justement ce label français pour une entreprise qui fait des services financiers dans une zone où tout est neuf, quoi. Donc, on a des concurrents locaux qui n'ont pas cette chance. Et quelque part, donc nous, on est ravis parce que ça nous donne aussi la capacité de montrer notre sérieux, notre savoir-faire, notre expertise. Et quand on va s'adresser, on le fait déjà d'ailleurs, à des grands groupes français qui opèrent en Afrique, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Donc quand on opère dans les paiements, quand on manipule plusieurs millions par mois, de montrer qu'il y a un écosystème derrière solide qui approuve la démarche et qui la valide. Donc voilà, merci encore. On t'entend pas, Clémence, mais je pense, j'ai lu sur tes lèvres que tu disais « Ah bien ».
Oui, bah, en fait, nous, je pense que notre challenge le plus important aujourd'hui, c'est vraiment vouloir initier un vrai mouvement sociétal autour de l'accès de la paye et le salaire, disrupter vraiment ce salaire à 30 jours qui existe depuis 50 ans et revenir vraiment à un accès plus libre, en fait, à tout le monde, comme ce qui se passe dans pas mal de pays aujourd'hui anglo-saxons et qui prouvé marche très, très, très bien. Donc voilà, enfin, on cherche toutes sortes justement de boîtes, PME jusqu'à grands groupes qui justement, eux, veulent apporter de l'impact social à leurs employés et veulent initier ce mouvement-là avec nous. Le label Finance Innovation, c'est super pour nous parce que ça nous apporte cette crédibilité, en tout cas finance, auprès des partenaires bancaires et autres qu'on sollicite aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a quand même la moitié de notre activité qui est plutôt basée sur l'impact social. Donc, on vient de recevoir le label AFNOR, on va recevoir bientôt notre agrément Bicorp et en fait, on a un agrément ESUS et entreprise à mission qui est en cours également. Donc, clairement, c'est un enjeu, la FinTech, HR Tech, impact social, donc tout se mélange en tout cas pour arriver à apporter cette solution-là demain sur le marché. Super. Merci. Merci beaucoup. Jérémy, c'est bien parce que j'en appelle deux d'un coup. Jérémy Le Petit. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon, je t'entends. Un dernier mot pour la fin. Oui, un dernier mot. Nous, on est le challenge qui nous concerne, c'est de créer. On est en train de constituer une équipe d'investisseurs là, dans le tour de table en site qu'on est en train de réaliser. Un projet comme le nôtre, c'est 15 à 20 millions d'euros qu'il faudra injecter dans 18 mois. Aujourd'hui, on est en train de constituer une team d'investisseurs qui partagent la même vision que nous et les mêmes ambitions. Et donc c'est notre challenge, finaliser le produit pour pouvoir avoir une version équitable sur la fin d'année, sur quoi on est en train d'avancer là tout l'été, qui va être particulièrement chargé. Et puis sur l'écosystème de manière générale, je pense que la finance, en tout cas, j'aspire à ça, j'aspire à ce que cette industrie soit une industrie qui gagne moins d'argent, mais mieux, et qui soit plus encline à en faciliter une meilleure redistribution, parce que aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, la viabilité économique d'une industrie dépend de la viabilité de la société sur laquelle elle repose, et il est indispensable que cette industrie qui est probablement l'une des plus rentables au monde soit beaucoup plus partie prenante dans la réponse aux enjeux qui nous concernent. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Je pense que oui, il y a pas mal de projets qui te rejoindront sur ces paroles. Jérémy de Versailles, un dernier mot. Le dernier mot. Merci. Le dernier mot. Comment? Le tout dernier mot. Le tout dernier mot. Merci Finance Innovation. Et moi, je suis très curieux et j'ai hâte effectivement d'avancer avec vous et d'avoir votre soutien pour aider Rich5 effectivement dans sa campagne et dans sa prospection auprès des acteurs financiers du marché, puisque je pense qu'on a pas mal de choses à faire avec eux et voyons voir comment on peut construire l'avenir ensemble. Merci. Merci beaucoup. De toute manière, on se verra tous à la rentrée en septembre, déconfinés, en espérant que tout soit derrière nous. Carrément. Merci Clémence, merci pour tout. Merci beaucoup. Il n'y a plus que nous deux presque. Non, il y a 28 personnes. Je crois qu'il n'y a plus personne. Là. Enfin, c'est en train de doucement se déconnecter. Pour les derniers qui sont encore présents, donc nous organisons en novembre prochain un événement qui sera sur les néobanques et les banques challengers. Donc, ce sera la plus grande messe des néobanques, banques et tout ce qui est tech lié à cet écosystème-là. Donc, on communiquera cet événement très prochainement et j'espère vous y voir tous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée et Merci. à très vite. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir.